Bonsoir. Comment pourrions-nous qualifier cette victoire d'Emmanuel Macron hier soir? Écoutez, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une victoire confortable, puisque 58,5% des suffrages exprimés, c'est quand même une large victoire. Alors, l'écart tout de même est réduit, hein, cette fois-ci avec ce même adversaire, hein, Marine Le Pen, hein, le même adversaire qu'il y a 5 ans. Oui, l'écart est réduit de 7,6 points, en fait, si on veut être précis. Donc, certes, c'est un peu réduit, mais euh, ça, c'est assez normal quand on est 5 ans aux affaires, on accumule les mécontentements. Il n'est plus un jeune premier qui a tiré, comme ça pouvait être le cas en 2017. Comment analyser plus particulièrement le vote dans le sud-est de la France et à Monaco? Donc Emmanuel Macron est arrivé à Monaco en tête et une victoire aussi un peu de justesse dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, c'est quand même une zone de force du Front National. Donc, dans ce contexte-là, Emmanuel Macron fait un peu moins bien que que dans la plupart des autres régions françaises, parce que probablement il y a des reports de voix qui sont plus importants dans cette région pour Marine Le Pen et aussi probablement un peu plus d'électeurs du premier tour qui ne se sont pas mobilisés pour le second. Oui, d'ailleurs, les Alpes-Maritimes et Monaco font exception, hein, à la vague Marine Le Pen, surtout le littoral, effectivement, de la région PACA. On l'a beaucoup entendu hier soir chez certains représentants politiques. Il reste un troisième tour, les législatives. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut envisager une possible cohabitation? Je pense qu'il faut être très prudent. On est le deuxième tour vient juste de s'achever. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les 8 semaines qui viennent. Emmanuel Macron va nommer un premier ministre. Alors ça devrait Mais intervenir d'ici la fin de la semaine, effectivement. voilà, selon la personnalité qu'il choisit et le gouvernement qu'il forme dans les 3 ou 4 jours qui suivent la nomination du Premier ministre, d'une certaine manière, il va dessiner l'amplitude de sa majorité au moins désirée. C'est-à-dire qu'il aurait intérêt à faire preuve d'ouverture et de rassembler large? Il va certainement chercher à rassembler large, mais pour rassembler large, il faut que les partenaires soient d'accord et à avoir non seulement derrière lui des forces de centre droit, mais probablement aussi de centre gauche. Mais le système du vote aujourd'hui, avec l'absence de proportionnel, ne rend-il pas impossible tout succès des partis dits minoritaires en l'état actuel des choses? Le système majoritaire à 2 tours favorise le camp le plus important en règle générale. Hein. Depuis 2002, le président élu a toujours réussi à avoir une majorité aux élections législatives suivantes. Pendant 8 semaines, son nouveau gouvernement peut mettre en œuvre, laisser entendre qu'il commence à mettre en œuvre des mesures populaires de son programme, pas les plus difficiles. Il ne va pas commencer à s'agiter sur la réforme des retraites dans les prochaines semaines. Et est-ce que la gauche, réunie autour de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une utopie? Cela peut être une force qui pourrait tout faire basculer? Ou est-ce que c'est utopique, le Parti socialiste, les Verts, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon tous ensemble? D'abord, on ne sait pas s'ils vont réussir à s'entendre. C'est pas du tout évident. Et ils n'ont pas exactement le même programme. Et Jean-Luc Mélenchon souhaite que ce soit derrière son programme que l'unité puisse se faire. S'ils arrivent à cette unité de candidature, ça améliore un petit peu leur chance de, de voir passer la barre du premier tour dans laquelle il faut avoir 12,5% des électeurs inscrits pour se maintenir au second. L'idée d'avoir une majorité absolue pour la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, ça me semble un objectif très difficile à atteindre. En conclusion, quelles leçons et bilan peut-on dresser de cette élection présidentielle?
une réélection confortable. C'est aussi néanmoins une progression de la droite radicale depuis 2002. Et puis la troisième, c'est le niveau de l'abstention qui est quand même très élevé et qui indique une difficulté des Français à se reporter sur l'un des deux candidats. Au fond, un certain nombre de Français qui n'aiment ni l'un ni l'autre ont du mal à choisir celui qui pourrait leur apparaître le moins mauvais. Merci pour cet éclairage au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Pierre Bréchon, merci. Merci à vous.